Bonjour. Ainsi donc, Damas est tombé. C'est incroyable. Il y a 2 jours, vendredi, j'ai fait une vidéo avec Altitude et je disais que Damas ne pouvait pas tomber, en tout cas à l'heure où on parlait. Puis ça me paraissait absolument incroyable. La débandade de l'armée syrienne que l'on croyait assez forte quand même. Le régime s'est écroulé, mais à une vitesse absolument phénoménale. Mais en fait, si je fais cette vidéo, bon, c'est pas pour reprendre pour une analyse ni militaire ni stratégique, mais en fait, vous savez, Bachar el-Assad paye le prix de sa lâcheté, de son incompétence, de sa trouille. Et en fait, je l'avais prévu, enfin, je l'avais prévu, pas ce scénario. J'avais écrit en 2013, au mois d'août 2013, dans mon blog. À l'époque, j'écrivais beaucoup sur un blog qui s'appelle Démanipulation, qu'on peut retrouver d'ailleurs, Démanipulation, Jacob de Meknes, voilà. Et j'avais écrit un article de 3 pages qui s'appelle Bachar el-Assad aurait pu devenir le Saladin de notre ère. Donc je vais vous lire quelques passages et puis je vais essayer de commenter et de voir pour en tirer quelques leçons, voilà. Même si c'est trop tard maintenant. Le président syrien, donc en 2013, ça faisait 2 ans que le régime était attaqué par des soi-disant révolutionnaires, djihadistes, etc. Le président syrien avait une opportunité historique de s'élever au-dessus de sa condition et de rendre à la nation arabe sa fierté, sa dignité et son indépendance. En lançant ses forces contre l'ennemi sioniste que l'Empire avait installé là pour semer la zizanie entre les Arabes, les affaiblir, les endormir et pour finir les soumettre. Mais pour ce faire, il eût fallu avoir l'étoffe d'un héros, c'est-à-dire être habité par un idéal, donner tout pour le réaliser et ne s'embarrasser d'aucune contingence d'ordre matériel ou moral. Ce court portrait ne correspond malheureusement pas à Bachar el-Assad ni à aucun dirigeant arabe actuel. Les rares qui ont tenté de s'y identifier dans les années 50 et 60 ont été balayés sans ménagement. Assad aurait dû comprendre très vite qu'il avait affaire à des menées subversives menées par ses ennemis, l'Empire et ses larbins arabes, pour le dégommer. Ils ne le lâcheront pas. Des milliers de mercenaires avec des moyens considérables sont mobilisés. Les médias ont pris fait et cause pour eux. La stratégie de l'Empire était évidente, faire durer la guerre le plus longtemps possible. Déjà 30 mois, car si on avait voulu se débarrasser de lui au début, on aurait trouvé un prétexte pour l'assassiner dans l'un de ses palais. Quelle alternative lui restait-il? Une fois s'il avait fait ce constat, soit sombrer sous les bombes de ses ennemis, soit sortir victorieux et régner sur un pays divisé, morcelé. Victorieux, ça veut dire qu'il aurait, comme on a cru pendant des années, alors qu'un tiers de son pays était occupé, on pensait quand même qu'il allait s'en sortir. Mais en fait, c'est une victoire, mais sur un pays divisé, morcelé, dévasté,
ruiné. Et dans quel état d'ailleurs, la preuve? Alors que s'il avait pensé en héros arabe, il aurait lancé dès le début des dizaines de milliers de missiles sur Tel Aviv, rien que sur Tel Aviv, endommageant sérieusement le centre économique et militaire d'Israël, et lançant des centaines de milliers de combattants vers le Golan et le lac de Tibériade. Bien sûr, la réponse du régime sioniste serait foudroyante, mais, avantage immédiat, les rebelles auraient retourné leurs armes contre leur ennemi commun et tous les pays arabes se seraient mis de son côté. Les destructions infligées par les sionistes ne seraient pas pires que celles d'aujourd'hui et une ivresse de résistance aurait réveillé le monde arabe. Mais Bachar al-Assad a été formaté pour penser en termes de chef de clan. Et même s'il avait rêvé d'agir en Salah ad-Din, qui sait, sa propre nomenclatura l'en aurait empêché. Ainsi, la nation arabe va poursuivre son destin historique actuel entre dictature de caste, soumission à l'empire et développement contrôlé par ses maîtres extérieurs. Voilà, c'est, comment dire, le clap de fin de la nation arabe. 70 ans d'indépendance, de lutte intestine, de compromission, de lâcheté, de trouille, de peur. Et voilà, on en arrive. Aujourd'hui, la Syrie va être dépecée, ou en tout cas mise sous contrôle et certainement dépecée. Les Israéliens vont élargir leur occupation, leur Golan. Les Turcs vont s'emparer, vont renforcer leur contrôle du nord. Enfin, on ne sait pas ce qui. Enfin, je veux dire, de toute façon, c'est un pays qui n'opposera plus aucune résistance, s'il le faisait d'ailleurs. Vous savez, le régime syrien, bon, ça me fait mal de le dire, mais les Israéliens se glorifiaient en disant la frontière avec la Syrie depuis 1973 est la plus calme qu'on ait jamais eue. C'est-à-dire, il n'y a pas un seul coup de feu qui est tiré. Voilà. Le régime syrien s'est appliqué à se renforcer à l'intérieur, soit, mais pourquoi faire? Voilà. Parce que de toutes les façons, il était destiné à disparaître, à être affaibli. Donc, le dernier maillon est parti, ce qui fait que l'axe, vous savez, on a parlé beaucoup de l'axe Hezbollah, Syrie, Iran, peut-être aussi un peu avec la résistance irakienne, le verrou qui est au milieu, le verrou syrien a sauté. Et donc, le Hezbollah se trouve sans, comment dire, sans recours, parce que d'où venaient les armes, les instructeurs, c'était par l'Iran par la Syrie. Et là, bon, bien sûr, le Hezbollah ne va pas s'effondrer, mais en tout cas, après les coups qu'il a reçus, et maintenant, ne plus avoir d'aide qui vient de la Syrie et de l'Iran, surtout que l'Iran, comme je l'ai dit vendredi d'ailleurs, au moment où il y a eu cette flambée, j'ai dit que l'Iran n'interviendrait pas réellement pour secourir le régime syrien, parce qu'il s'exposerait à une réplique foudroyante, enfin en tout cas intensive, d'Israël et des États-Unis, ce que l'Iran veut éviter, ce qui est tout à fait compréhensible d'ailleurs. Voilà ce qui arrive. Malheureusement, le monde arabe est en pièces. Je l'ai dit, l'Arabie saoudite, je l'ai affirmé, vous pouvez retrouver ça dans mes vidéos. Après un cessez-le-feu qui aura lieu à Gaza dans un mois, dans 2 mois en tout cas, elle va normaliser avec Israël en demandant quelques garanties, mais bon, c'est juste pour la forme. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la fin de l'histoire. Vous savez, il n'y a jamais de fin.
L'histoire n'est pas un film américain de Hollywood où on dit happy end et puis voilà, Israël a vécu, machin, a dominé le Moyen-Orient, pas du tout. Mais c'est une phase, peut-être c'est une phase nécessaire pour comprendre que face au régime sioniste implacable, il faut trouver d'autres moyens de lutte. Voilà. Et les autres moyens de lutte, ce sont des luttes populaires, pas sous forme étatique. On a vu les États à quel point ils sont lâches. Regardez l'Égypte, un pays de 100 millions d'habitants qui n'est même pas fichu d'envoyer un camion d'aide aux Gazaouis sans l'autorisation du maître sioniste. Quelle tristesse, quelle tristesse. Voilà, donc il faut imaginer d'autres formes de lutte, style des Houthis, la résistance irakienne, etc. Voilà, il ne faut pas perdre espoir. Le, comment dire, c'est juste une étape difficile, mais peut-être nécessaire. Regardez à quel point, voilà à quoi lui a servi Bachar el-Assad de ne pas répliquer aux Israéliens, de recevoir des bombes israéliennes chaque semaine, ça fait 40 ans. Et il croyait, qu'est-ce qu'il croyait? Voilà, donc voilà où il a fini. Et donc, c'est une leçon. Et voilà, il faut imaginer d'autres formes de lutte plus proches du peuple, plus proches d'une guérilla, pas nécessairement militaire, mais enfin, voilà, d'une guérilla de harcèlement, forme de résistance culturelle, intellectuelle, idéologique. Une page est tournée aujourd'hui. Voilà, Damas est tombé. Bon, on verra, on suivra. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et il ne faut pas perdre courage. Bonsoir.